Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans votre émission. Une conception classique de la vie veut qu'elle soit un phénomène observé uniquement sur la Terre. Et nous allons échanger avec le professeur Mouchili sur la thématique « Qu'est-ce que le vivant ?» Bonjour professeur Mouchili. Bonjour. Professeur Mouchili, la vie est-elle un phénomène observé sur la Terre uniquement? Le vivant. Le vivant. Oui, je parle de la vie pour parler du vivant. Ah, ok, d'accord. Oui, je parle de la vie pour parler du vivant. Oui. Est-ce que la vie a été observée uniquement sur la Terre? Disons que dans un premier temps, les sciences comme la physique, la chimie, la biologie se sont d'abord développées sur la Terre. Et c'est quand l'astrophysique s'est développée qu'on a commencé à rechercher des formes de vie partout ailleurs. Bon, aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y aurait eu des vies sur Mars parce qu'on a retrouvé des points d'eau. Oui. Bon, si on a retrouvé des points d'eau, ça veut dire que la vie a pu être possible. Et maintenant, à quelle échelle peut-on penser la vie qui aurait existé dans ces milieux? Ces vivants étaient-ils tout simplement des plantes ou alors des animaux? Des animaux. Oui, parmi lesquels l'homme. Oui. Non, c'est que sûr, on ne peut pas aujourd'hui établir qu'il y a eu des hommes à ce niveau. Parce que les traces de vie qu'on y retrouve nous renvoient généralement à d'autres êtres vivants qui ne sont pas les hommes. Prof, est-ce que la vie se manifeste toujours par la matérialité? Il y a un corps, il y a une plante, est-ce que c'est toujours quelque chose de matériel qui symbolise le vivant? Disons que quand on parle du vivant, le vivant s'étudie d'abord dans les sciences comme la biologie, la chimie, la physique. Voilà. Bon, maintenant, tout ce qui participe des études fondées en chimie, en biologie et en physique permettent de nous situer sur la définition qu'on veut avoir du vivant. Oui. Oui. Bon, maintenant, lorsqu'on a le vivant qui se constate à partir de ces différentes sciences, on peut donc spécifier les types de vivants. Les types de vivants. Oui. On aura des vivants qui sont comme des plantes et qui sont autotrophes. Ça veut dire quoi? Et ces vivants autotrophes produisent par eux-mêmes, soit à partir de la photosynthèse, soit à partir de la communication entre les racines et le sous-sol, leur moyen de subsistance. C'est pour cette raison qu'on parlait des autotrophes. Maintenant, il y a les hétérotrophes, qui sont les hommes, les autres animaux. Nous devons aller chercher. Nous n'avons pas un organisme qui fabrique ces substances vitales, au même titre que la plante. Il faut distinguer ces différents vivants. La plante est un vivant, mais autotrophe, parce qu'elle fabrique par elle-même. C'est constituant. Oui. Et même, bon, prenons un mot trivial, son alimentation. Voilà. Cependant, les êtres vivants hétérotrophes sont les hommes et les animaux, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas des organismes capables de fabriquer leurs substances vitales. Oui. C'est ça que je voudrais d'abord qu'on sache au niveau. Parce que là, quand on parle du vivant, on entre dans la perception scientifique de la vie, qui consiste à ce que on identifie les formes de vie, qu'on explique comment fonctionnent ces vies et qu'on pense comment entretenir ces vies dans la logique de la reproduction ou de la volonté de pérennisation des différentes espèces vivantes. Si on veut entretenir une sorte de diversité de la vie. Voyez-vous? Donc, c'est la raison d'être de ces sciences qui vont nous apporter
un éclairage suffisant sur l'idée que nous devons avoir du vivant. C'est-à-dire, parmi les différentes formes de vie, qu'est-ce qui caractérise chacune de ces formes? Ok. Comment fonctionnent-elles? Comment sont-elles organisées, structurées? Oui. On va y arriver. Prof, une autre question, une autre différence peut-être établie, c'est peut-être de savoir qu'est-ce qu'on peut considérer comme vivant et comme non vivant. Disons que quand on parle de vivants, on peut par exemple, on ne peut pas citer les roches parmi les vivants. Quand vous arrivez en faculté de sciences, par exemple ici chez nous au Cameroun, nous avons le département de chimie organique et le département de chimie inorganique. Dans les deux cas, on est en chimie, mais une chimie qui étudie les aspects des êtres vivants, qui est le département de chimie organique, et les aspects des choses existantes mais qui ne relèvent pas du vivant. Oui. On est dans le département de chimie inorganique. Voyez-vous? À ce niveau, on a deux dimensions d'études des choses existantes, donc des choses qui font la démographie de notre planète. Voyez-vous? Donc, c'est une entreprise essentiellement scientifique qui donne lieu même au concept de vivant. Vous voyez? Je vous renvoie à la biologie, à la chimie, à la physique. Même les activités comme la paléoanthropologie ou tout simplement la paléontologie peuvent nous expliquer les différentes fonctions qu'on veut avoir de la nature du vivant. Prof, est-ce que la théorie de la non-inertie de la matière ne remet pas en cause cette distinction-là? Non, la théorie de la non-inertie de la matière, oui, au premier abord, cela remet en question. Mais ce qu'on doit dire, la non-inertie traduit le mouvement perpétuel des objets. Oui. Oui. Mais ce sont des objets qui n'ont pas... On est vivant quand on peut avoir pas seulement la conscience de la douleur, mais ce n'est pas parce qu'une matière est mobile qu'on doit citer celle-ci parmi les vivants. La mobilité est due à la force énergétique caractéristique de cette matière. Très bien. Oui. Et bon, cette force énergétique dépend de la nature même de la matière qui est à l'échelle de l'infiniment petit, ce qu'on appelle le quantum, est à la fois corpusculaire et ondulatoire. Le caractère d'onde, le caractère d'onde qui caractérise la matière, c'est pas simple. Allons-y. Le caractère d'onde qui caractérise la matière est la puissance énergétique de cette matière, d'où la non-inertie de la matière, ce qui ne pouvait pas être constaté dans le système classique de la compréhension de la matière. Parce que même à Newton est bien au courant de l'existence de l'atome. Mais il dit, l'atome est trop petit pour que la science s'en occupe. Et c'est ça ce qui a constitué la nécessité de dépasser la physique newtonienne. Et quand on arrive en 1897, lorsque Thomson découvre l'électron, quelqu'un comme Bertrand Russell dit non, on ne peut pas considérer que l'onde existe, que l'électron existe, parce que ce qui est connu est ce qui est décrit. Parce que ce qui est décrit est la connaissance. Et comme on ne peut pas décrire, on ne peut pas décrire l'onde dans son comportement, alors il ne peut pas accepter qu'on pense vouloir étudier un objet qui ne sera pas descriptible. Peut-être pas encore descriptible. Bon, dans sa compréhension, oui. Ce qui n'est pas descriptible ne relève pas de la science. C'est avec Planck qu'on va essayer de tourner définitivement la page de la physique newtonienne, même si, à certaines échelles, Newton continue dans ce que je vais appeler, comment on appelle, la relativité générale, à avoir une certaine influence. Bon, mais ce qu'on doit dire, c'est que il faut distinguer
le vivant de la matière qui est nécessairement mobile. Le vivant lui-même, c'est une matière. Mais le vivant, pour vivre, a besoin de s'alimenter, a besoin d'avoir des substances. Est-ce que vous croyez que l'atome, tel qu'il est constitué, a besoin de nourrir ses électrons? Non, je ne pense pas. C'est pour ça, d'où la distinction entre le vivant et le principe du mouvement caractéristique de la matière. Et j'allais en venir, prof. Oui, oui. Est-ce que finalement, c'est le mouvement qui est le principe fondamental du vivant? Oui, mais pas le principe, pas le seul principe fondamental. Parce que s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de mobilité. Oui, sauf qu'il y a des matières qui produisent de l'énergie. Toute matière est caractérisée par une capacité énergétique. Très bien, prof. Oui, oui. Sauf qu'ils n'ont pas toujours la mobilité. Oui, ils n'ont pas la... Non, non. Toutes les matières sont mobiles. Mais la mobilité n'est pas observable à l'échelle macroscopique. Oui. Voyez-vous? À l'échelle microscopique, on observe la mobilité. D'où la naissance de la physique des systèmes complexes avec des gens comme Giorgio Parisi, l'un de ceux qui ont eu le prix Nobel de la physique en 2021, le 5 octobre dernier. Il a essayé d'établir que les éléments constitutifs de notre planète à l'échelle élémentaire sont en constante collision. Ce qui fait que la Terre par elle-même s'auto-dégrade progressivement. C'est-à-dire, une Terre qui s'auto-dégrade et en excluant l'industrialisation qui a créé ce que vous appelez aujourd'hui le réchauffement climatique. Ça veut dire que quand même il n'y aurait pas de réchauffement climatique, l'étude des systèmes, de la physique des systèmes complexes nous montre que la Terre par nature peut s'auto-dégrader. Voyez-vous, à cette échelle. Parce que, à force, si ça commence à un endroit précis et que il y a communication entre les diverses composantes microscopiques de la matière ou de la terre, alors il y a un effet domino qui entraîne l'autodégradation, ou la dégradation progressive de la terre en dehors même de l'action humaine sur la nature ou bien sur l'environnement. Oui, oui. Prof, est-ce qu'on peut hiérarchiser le vivant, les formes de vie? Bon, les humains arrivent à hiérarchiser parce que les hommes pensent que l'homme est un homme parce qu'il a une haute idée de lui-même. Et il n'aimerait pas qu'on le considère comme un singe. Parce que pour lui, ce serait désobligeant pour le singe. Qui sait qu'il n'a pas le même niveau d'appréhension ou de domination de la terre ou bien de l'environnement. Voyez-vous, l'homme a une autre idée de lui-même et à partir de là, il fait la distinction entre lui-même et les autres vivants. Et il se met au sommet des vivants parce que c'est lui qui organise et structure l'environnement et classifie. En classifiant, il peut dire ça c'est pour mon alimentation. Quand le lion saute sur un homme parce qu'il a faim, il n'avait pas ce projet, il est animé par l'instinct de survie. Oui. Or, quand l'homme saute sur un lion, c'est parce qu'il a programmé. Il a pris son arme et est entré en brousse pour chasser. Et il a trouvé ce qu'il peut. Il a décidé, il a choisi, il a de choisi. manger le lion. Oui, oui. Oui. Voilà. Voyez, c'est ça la différence. Bon, ça veut dire que parmi les vivants, il y a des constituants en des vivants qui n'existeraient pas chez d'autres vivants. Tous les êtres vivants à l'échelle animale possèdent un cerveau. Mais tous les cerveaux ne possèdent pas le même nombre de neurones permettant de pousser ces vivants
vers la possibilité de prise en charge de soi comme individu conscient et capable de responsabilité pendant le cours de son existence. Prof, quel lien on peut faire entre la quantité des neurones et la liberté? La quantité de neurones chez l'homme, 100 milliards, et l'ensemble d'interactions directes et indirectes qui existent entre les neurones crée le principe de la plasticité qui pousse l'homme à n'être pas tout simplement un être qui s'adapte, mais un être qui adapte l'environnement à ses désirs. C'est-à-dire, la prédisposition à la liberté est d'abord organique. Parce que c'est notre système nerveux qui pense la nécessité de se débarrasser de tous les déterminismes d'ordre naturel ou sociologique. À partir de là, on ne peut pas considérer que le cerveau, soit-il d'un éléphant, fût-il d'un éléphant, serait plus à même de conquérir le monde que le cerveau humain, parce que il aurait une masse, le cerveau de l'éléphant aurait une masse peut-être supérieure à la masse du cerveau de l'homme. Non, l'élément essentiel, c'est la cellule nerveuse, c'est-à-dire le neurone, qui crée la plasticité. Et l'homme, non, l'animal n'a qu'un cerveau qui se configure de façon à ce que, au-delà de l'instinct, son cerveau devient inapte. Voyez-vous? À ce niveau, vous trouvez la distinction entre les vivants, le vivant humain, le vivant animal. Au niveau de la constitution biologique, il y a une grande différence. L'homme et le chimpanzé sont égaux génétiquement, mais à 98%. Ouais, donc 2% sont le gap qui font que l'homme soit intelligent et le chimpanzé non. Voyez-vous? Donc, ça signifie que notre constitution naturelle nous met au-dessus de l'animal. Nous faisons la conquête du monde. Nous nous organisons en termes d'État. Et nous communiquons, nous échangeons. Mais l'animal vit toujours dans la jungle. Or, l'homme a la possibilité de faire en sorte que la société ne soit pas une jungle. Parce qu'il peut s'organiser de façon à ce que ce ne soit pas une relation conflictuelle qui existe entre lui et autrui, ou bien l'altérité. À ce niveau, il y a quand même un principe substantiellement organique, biologique, qui prédispose l'homme à une capacité de vie le rendant capable de coloniser son espace existentiel. On serait dans une classification qui met l'espèce humaine au-dessus, l'espèce animale, l'espèce végétale et peut-être l'espèce inerte, si on peut dire ça. Bon, inerte, bon, ne disons pas ça parce qu'il n'y a plus le principe d'inertie de la matière, ça n'existe plus, on peut plus. Ouais. Bon, parce que ce qu'on doit dire, c'est que la grande distinction, c'est à ce niveau, au niveau des principes de subsistance de chaque espèce. Nous avons déjà parlé des vivants autotrophes et des hétérotrophes. L'homme est un être hétérotrophe parce que ce n'est pas son organisme qui fabrique sa matière de subsistance. Bon, et c'est certainement cette hétérotrophie qui le pousse à aller vers... Oui. C'est-à-dire, ça s'explique même avec la phénoménologie d'un Husserl. C'est-à-dire, la conscience de soi n'est qu'une conscience d'autre chose qui n'est pas soi-même. Ouais, l'intentionnalité. C'est-à-dire, on est toujours... on ne réalise sa conscience que parce que cette conscience détermine le sens d'autre chose que soi-même. Voyez-vous? Voilà. Bon, c'est à ce niveau que l'homme peut se sentir fondamentalement supérieur à d'autres espèces. Oui.
Et du coup, il peut classer le monde tel qu'il le sent Oui. pour que sa liberté trouve sens. Il peut Oui. l'organiser comme il le peut. Oui, bon, c'est l'homme même qui organise le monde. Vous voyez, c'est les sciences physiques qui nous ont donné la définition que nous avons du monde aujourd'hui. C'est-à-dire, si le monde est réparti en pôles, en points cardinaux, en fuseaux horaires, en longitude et en latitude, c'est parce que l'homme a bien voulu qu'il en soit ainsi. Moi, je ne pense pas que vous avez déjà rencontré l'équateur depuis que vous voyagez. L'équateur n'existe, ce sont des lignes imaginaires, mais qui vous permettent de faire la différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Vous voyez que c'est l'homme qui est à la manœuvre, c'est l'homme qui est auteur du sens de l'historicité même du monde. Prof, parlons un peu de l'inerte. Je voulais dire du vivant, de l'existant inerte. De l'existant non incapable. Disons que des existants inorganiques. Oui. Voilà, c'est mieux. Parce que scientifiquement, il vaut mieux dire ça comme ça. Parce que l'être humain consomme l'être végétal et l'être animal. Ouais. En général. Oui. Mais tout le reste de son existence pratique, c'est-à-dire que de sa fabrication, l'art tel qu'il est bâti, il est en général construit, en général, dans une grande majorité, à partir de la matière dite, disons ça comme ça, dite inerte. Quelle relation entre l'être qui résonne et cet inerte-là? Non, et là c'est la manifestation de l'intelligence de l'homme qui se traduit. Oui. C'est-à-dire, quand vous observez un objet d'art, derrière se cache la figure de celui qui réalise cet objet. Oui. Donc la magnificence qui accompagne l'appréciation que vous avez de l'objet est nécessairement déterminée par la capacité de production de celui qui a fait l'objet. Voyez-vous? Bon, quand chacun s'incline devant la Joconde, est-ce que c'est parce que c'est une image en soi qui se... Non, c'est que l'auteur a voulu susciter l'admiration des autres. Parce que vous ne pouvez pas avoir besoin du même objet sans vous poser la question de savoir où le trouver. Et où le trouver, c'est déjà entrer en contact avec celui qui produit l'objet. Prof, sauf que pour que la Joconde soit belle, il a associé des éléments dits inertes. Et c'est peut-être l'énergie dégagée par l'ensemble de ces éléments, la somme de ces éléments. Ça, on est en pleine métaphysique peut-être. Vous ne pouvez pas parler d'inerte et dire énergie dégagée. Oui, parce qu'il n'y a pas d'énergie dégagée dans ce qui est inerte. Voyez-vous? Oui. Il y a juste que ce qui fait l'attrait, je vous ai dit, je pense que c'était une autre émission, que l'homme est d'abord par nature un être curieux. C'est-à-dire capable d'être gratuit. Vous ne verrez jamais un chien en train de contempler la beauté du ciel. Il n'y a que l'homme qui peut faire ça. Bon, maintenant, ce qu'on doit dire, c'est que j'ai toujours dans mon entendement autrui qui n'est jamais absent. Oui. Et quand je réalise une chose, je ne fais pas une appréciation, je n'en fais pas l'objet d'une appréciation individualiste. Oui. La question que je me pose, c'est celle du qu'en dira-t-on. Voyez-vous? Dans laquelle je cherche une reconnaissance aussi. Oui. Parce que, étant donné que rien d'artistique ne vaudrait pour soi-même, on est toujours tenté de s'interroger sur l'appréciation qu'en font les autres. Voyez-vous? Et ceci fait que lorsqu'on recherche une reconnaissance, la reconnaissance c'est pour autrui et par autrui. Lorsqu'on recherche à illuminer le monde à partir du beau, c'est parce qu'on sait que l'être humain
curieux, développe des désirs et des plaisirs. Et entre autres plaisirs, le beau, qu'il sait bien apprécier et en fait usage. Oui, oui. Donc, il ne faut pas croire qu'on pourrait s'enfermer sur... Le solipsisme n'est pas possible comme chez Descartes. Bon, Descartes le suppose. Mais, dans la réalité, il n'y a pas de solipsisme possible. On ne peut pas s'enfermer comme et exister comme si on était une monade. Non. Prof, ça vous fait quoi quand on dit d'un individu qu'il est fort comme un buffle? On parle des lions indomptables du Cameroun, des panthères du Gabon. Vous voyez, dans cette théorie du vivant, on a l'homme qui est apparemment le supérieur, qui cherche un comparatif excellent chez l'animal. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Voilà. Vous avez répondu à cette question quand vous avez dit qui cherche un comparatif. Donc, ce sont des métaphores. Ça veut dire que si on était dans la jungle, moi je serais l'animal le plus fort, le félin le plus à même d'utiliser des capacités me permettant de vous dominer tout en ne risquant pas d'être dominé à mon tour. Peut-être pour rier un peu, est-ce que l'homme ne rêve pas de la jungle dans ce cas? S'il peut, pour s'idéaliser, choisir l'animal. Vous savez, ce sont des représentations métaphoriques qui méritent quand même d'être Sculpté. Oui, oui. Mais ne pensons jamais que l'homme voudrait devenir un lion. Parce que le lion, quelle que soit sa force, est un animal. L'homme veut être un animal et même un super animal. Mais quand quelqu'un écrit l'homme-dieu ou le sens de la vie, voyez-vous, ça veut dire qu'il s'exclut même de toute forme d'animalité pour se définir comme liberté, raison et volonté. Et en tant que tel, il ne peut donc plus chercher à revenir à l'animalité. Mais ces métaphores veulent tout simplement, parce qu'on sait que dans la jungle, généralement, on croit que le lion serait l'animal le plus fort. L'animal le plus fort. Mais parfois, le lion est terrassé par des buffles. Mais ici, c'est en comparaison avec les autres équipes. Par exemple, si on participe à une compétition de football, comme c'est le cas en ce moment au Cameroun, où on a les lions indomptables, on a les éperviers, on a... non, les éperviers ne sont pas qualifiés parce que c'est le Togo. On a les aigles, panthères du Gabon. Les panthères du Gabon, Ouais. on a les aigles. Voyez-vous? Bon, est-ce que la confrontation... Est-ce que dans la jungle, il y a d'abord confrontation directe? Il y a que le lion est en train de chercher à manger rencontre plutôt un lièvre. Bon, maintenant, ce n'est pas parce qu'il est le plus fort que le lièvre va se laisser appréhender. Le lion devra souffrir. C'est-à-dire en courant après lui, s'il n'est pas bloqué par un obstacle. Et si le lion n'a pas les foulées, les enjambées, bon, enjambées c'est pour les humains, les foulées qu'il faut pour pouvoir attraper sa proie. Ouais. Ce prédateur va rester dans la faim, c'est-à-dire va vivre cette faim sans avoir quelque chose à manger parce que le lièvre n'aurait pas accepté d'être capturé. Et c'est encore plus difficile si le lion doit plutôt attraper un porc-épic qui pourtant n'a pas la force de fouler qu'on retrouve chez le lièvre. Oui. Mais il faut pouvoir dominer d'abord ses piquants pour l'avoir. Pour l'avoir. Et ne pense pas que le porc-épic va te montrer plutôt son ventre. Non. Il va te montrer ce qui lui sert de protection. Oui, de protection. Que tu n'y arrives pas. Pas facilement, même si peut-être finalement tu vas pouvoir y arriver. Prof, excusez-moi de vous amener sur ce terrain-là. Autre chose, c'est que dans la nature, vous avez les rochers.
vous avez des cours d'eau, vous avez parfois des montagnes, que des humains considèrent comme des vivants d'une autre nature, ou parfois ils partent dans l'intention d'y puiser la vie. Comment ça se comprend? Est-ce que l'homme reste? Est-ce que c'est pas prématuré, péremptoire, de penser que l'homme serait vraiment supérieur s'il dépend autant des autres formes de vie? Non. Ou alors finalement, Oui. les écologistes ont peut-être raison de dire que c'est l'association des différents types de vivants qui donne sens au vivant et principalement au vivant homme, s'il est le principal. Ce que je dois dire, j'ai écrit un ouvrage en 2017. Le titre, c'est mon propre ouvrage. Dans cet ouvrage, je montre que l'homme est un être environnemental. L'homme, l'anthropocentrisme du Moyen-Âge et même au début de la modernité avec les gens comme Descartes a amené l'humanité à effacer de sa conscience. Donc, l'homme croit que il vit indépendamment de son environnement. Ça, c'est un anthropocentrisme dépassé. Oui. L'homme vit parce que sa vie dépend de cet environnement. Il y a la définition même de la nature humaine qu'on retrouve dans les écrits religieux, qui ne nous montre pas toujours que l'homme vivrait dépendamment de l'environnement. Parce que on a donné toutes les attributions possibles, rendant possible la vie à une instance immatérielle qui au fond est difficile à prouver, dont l'existence est au fond difficile à prouver et qui de plus en plus est en train d'être mise à l'écart de tout ce qu'on peut penser comme processus de compréhension de la vie. C'est-à-dire cette instance, le dualisme, non? Le dualisme qui a créé une forme d'anthropocentrisme où le corps est relevé est observé et pensé comme une simple mécanique. Non. Quand on sort de cet anthropocentrisme, l'écologie prospère. Mais seulement l'écologie contemporaine est plus éco-intégrisme, c'est-à-dire écologisme, voulant créer l'inversion ou bien le renversement des valeurs pour que désormais ce soit l'environnement qui nous dicte comment nous devons exister. Une psychologie de la peur. Oui. Or, l'homme pense et est capable de transformer, est capable de rénover, de réinventer l'environnement. Est-ce que la seule diversité possible n'est que celle qui relève de l'ordre du naturel? Non. Avec les OGM aujourd'hui, on dit non. L'éco-intégrisme ne doit pas... et cela m'amène, peut-être que je suis déjà hors sujet, mais ça m'amène à une autre perception. Lorsqu'on décide, par exemple, de faire du bassin du Congo, la forêt du bassin du Congo, une réserve mondiale, parce qu'il ne faut pas continuer à dégrader la diversité de la nature. Est-ce qu'on pense au même pays dans lequel se trouve cette forêt et qui pourrait servir de levier de développement? Est-ce que la compensation qu'on pourrait imaginer comme ce qui devrait permettre à ces pays de se développer est suffisante par rapport à la volonté d'un pays de se développer? Pourquoi n'insistons-nous pas déjà sur un type de science, et je développe ça dans un ouvrage que je suis en train d'écrire actuellement, et je me réfère surtout à ce niveau à la philosophie, à la science que pense
un Claude Allègre. Parce que il a écrit un ouvrage intitulé Ma vérité sur la planète. Ouais. Dans cet ouvrage, il essaye de montrer que la science n'est pas seulement capable de ce que nous voyons déjà. La science est bien capable d'autre chose. Si la nature s'autodégrade progressivement et que nous souhaitons vivre, il n'est pas seulement question pour nous de lutter contre le réchauffement climatique, mais de pouvoir nous positionner par rapport à l'autodégradation de la planète Terre. Comment donc cela doit se passer? On pense que les OGM aujourd'hui, c'est-à-dire la réflexion sur les organismes génétiquement modifiés et la mise en application de cette méthode à l'échelle expérimentale pourrait permettre à l'humanité contemporaine de reboiser par exemple les différents déserts Sahel à partir des plantes qui résistent à toutes les formes de température ou alors à l'essentiel des formes les plus arides de température. Ça veut dire que on peut encore utiliser le vivant naturel, manipuler ce vivant et donner la chance à une autre vie, à une vie qui se pérennise. Alors à ce niveau, peut-être à partir des OGM, on pourrait stopper la vitesse avec laquelle la Terre s'autodégrade et qui ne se constate qu'au niveau de la physique des systèmes complexes. À partir de là, si on peut penser la possibilité de retarder ou bien de réduire la vitesse avec laquelle la Terre s'autodégrade, pourquoi les OGM ne seraient pas les bienvenus? Et si les OGM seraient la réponse à la question du réchauffement climatique, pourquoi ne pas encourager cette pratique scientifique aujourd'hui? Allons-nous encore retomber dans le même piège des années 70 avec la volonté de désamiantiser les bâtisses qui avaient été construites pour servir peut-être d'école ou d'université? Et après avoir utilisé beaucoup d'argent, beaucoup de moyens financiers pour détruire, on réalise que par mètre cube d'air, on n'avait même pas 0,0 g d'amiante pouvant détruire la Terre. Et cette pensée qui a été aussi qui a aussi caractérisé un Jacques Chirac en 1996 quand il vient d'arriver au pouvoir en France, de penser, de demander au Parlement d'adopter un budget pour la désamiantisation de certains immeubles et qui touchaient même à ce niveau les écoles. Moi, je pense que notre monde court vers un cul-de-sac, pas parce qu'on n'a pas les moyens de s'en sortir, mais surtout parce que le politique et les médias ont une emprise très forte sur l'opinion et on n'écoute pas toujours régulièrement le scientifique. Il faut donner aux scientifiques et à la science la chance de se dévoiler par elle-même. Et non que ce soit des hommes en dehors de la science qui, en faisant leur interprétation subjective, nous orientent sur l'idée qu'il faut avoir de la science. Du coup, on aurait un vivant. À la question qu'est-ce que le vivant? Le vivant, ce serait certainement celui qui crée le vivant. Oui, désormais. Parce que moi, je ne pense pas que on doit s'abandonner à une nature qui, à l'origine, ne nous accorde aucune faveur, oui, aucune facilité. Qui est agressive, oui. prédatrice. La vie de l'homme ne se résout que dans l'opposition entre l'environnement naturel et le sens même qu'on veut donner à cette vie. Oui. Et on aurait l'impression que l'homme est par nature davantage violent que pacifiste. Or, la science
en faisant de l'expérimentation, le fondement même de sa méthode, traque le réel. La science ne caresse pas le réel. La science construit le réel en déconstruisant le donné empirique. Voyez-vous? Et c'est à ce niveau que lorsque vous lisez un auteur comme Trinh Xuan Xuan, qui a écrit La fabrication du réel, c'est-à-dire le chaos ou l'harmonie, 2 points. Le sous-titre, c'est La fabrication du réel. Parce que il ne faut pas qu'on pense le monde, même s'il est né d'un désordre, d'un chaos, il ne faut pas qu'on pense le monde comme la suite d'un déroulement du chaos qui ne cesse de s'accroître. Il faut qu'on pense le monde comme la réalisation de la décroissance de l'entropie avec eux. C'est-à-dire la réalisation de la décroissance du désordre. Oui, oui. Et si on peut réaliser une décroissance du désordre, on peut donc créer une harmonie du système existentiel. En imposant un ordre qui serait l'ordre de l'être humain. Oui. Oui. Est-ce que l'être humain, donnons une petite raison aux écologistes, serait dangereux quelquefois pour le vivant? Disons que à partir du moment où il y a la possibilité de détruire, de construire, de déconstruire et de reconstruire, Oui. il faut plutôt donner la part belle à la recherche scientifique et écouter le scientifique. Parce que c'est lui qui a les moyens de comprendre à quelles conditions une entreprise scientifique pourrait nous amener à la dérive et à quelles conditions une entreprise scientifique pourrait garantir la pérennité de l'espèce. À ce niveau, l'éducation du scientifique ne doit pas se réduire à l'éducation d'un technicien. L'homme est ingénieux. Et dans l'ingénierie, on pense l'avenir de l'homme. Et c'est dans l'ingénierie qu'on doit penser l'avenir de l'homme. Et c'est vrai que l'interdisciplinarité ouvre la voie à la participation de plusieurs perceptions pour la même chose. Mais seulement à chacun d'affirmer sa compétence en fonction de sa spécialité. La spécialisation n'est pas née pour rien. La spécialisation est née pour qu'on ait des experts dans des domaines précis. Et c'est au nom de cette expertise qu'on peut penser l'espoir d'une vie qui se reproduit et qui se pérennise. Prof Tsou, en rapport avec une question qui nous concerne quand même tous, parce qu'on parle là de la survie de l'humanité, de la préservation de l'humanité, avec ce que ce que d'aucuns peuvent avoir comme confiance, comme maîtrise, je parle du scientifique sur ce qu'il a, et avec ce que les autres peuvent avoir comme peur, dans la mesure où ils ne savent pas toujours ce qui va arriver, si on faisait ceci. Donc, entre les deux, il y a certainement un climat de méfiance, surtout de l'homme, du citoyen lambda, par rapport aux scientifiques. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un minimum d'éducation scientifique pour que tous les citoyens du monde soient mieux aguerris ou bien fassent mieux confiance à la science? Oui, oui. Non, je suis d'avis qu'il faut vulgariser la science, mais pas rendre la science vulgaire. Oui. Bon, mais il faut savoir que même quand vous lisez les textes d'un, comment on l'appelle, Kuhn, Thomas Samuel Kuhn, vous allez constater que quand la société progresse, tout le monde ne peut pas toujours avoir le même niveau de perception des données scientifiques. Il y en a qui restent plus longtemps dans un même paradigme. Il y en a qui connaîtront, qui provoqueront des changements de paradigme. Bon, maintenant, comment faire pour que tout le monde arrive en même temps, à la même échelle, dans la compréhension scientifique des choses? C'est à ce niveau que il y a l'élite qui doit savoir amener la masse à un niveau
assez positif de perception des changements scientifiques. Parce que nous ne nous défaisons jamais de nos préjugés de façon totale. Et nous ne pouvons pas aussi débarrasser l'homme du sentiment de la peur. Mais on doit savoir que les avancées scientifiques nous appellent à un effort d'ascension de nous-mêmes vers la compréhension de nouvelles données qui se créent à travers les sciences. Il n'est pas question d'avoir peur. Il n'est pas question non plus de n'avoir que le goût du risque, mais il est question de savoir que l'éthique de vie consiste à savoir comment ne pas mourir quand même les dangers existent. L'éthique de vie ne consiste pas à penser l'élaboration d'une vie sans risque ou sans danger. Ce n'est pas possible. Les risques sont là, les dangers sont là. On est comme un bateau jeté à la mer qui reçoit de l'eau et qu'il faut réparer au coup par coup si on veut à tout prix arriver à bon port ou bien à la rive. Tant qu'on ne perçoit pas la vie comme un bateau déjà jeté en mer et dont les pannes doivent être réparées au coup par coup, on aura l'impression qu'on peut anticiper sur les possibles dangers à venir de la science. Or, ce n'est pas possible. La science fait des sauts dans l'inconnu. Du coup, il est nécessaire que le citoyen se forme lui-même, même en dehors des systèmes scolaires, pour pouvoir être mieux aguerri sur des questions qu'il reçoit quelquefois des journaux, de la télévision, d'Internet, sans pouvoir prendre une position personnelle. Absolument, il faut une éducation de la conscience. Merci infiniment, professeur Mouchili. Merci d'avoir échangé avec nous sur la thématique « Qu'est-ce que le vivant ?» Merci de m'avoir invité et je suis toujours ravi d'être sur ce plateau pour dire ce que je peux ou bien ce que j'arrive à comprendre dans les différentes questions que vous apportez sur le plateau. Rassurez-vous, prof, c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons et nous sommes sûrs que les téléspectateurs aussi. J'en suis ravi. Disons-nous à très bientôt sur Africa TV. Merci, je serai toujours disponible pour vous. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. À très bientôt sur Africa TV.